bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Et dans ce point lecture, je vais vous parler d'une lecture juste incroyable. Donc on va commencer tout de suite. J'ai enfin plongé après de multiples posts de copines dans le premier opus de Witch and Gold de Livestone. Et j'ai passé un excellent moment lecture, même si je ne suis pas sous un coup de cœur. Dans ce roman, nous allons suivre Ella, une jeune sorcière sans don. Alors toutes ses sœurs, toute sa famille a des dons gargantuesques, ont énormément de pouvoir, mais elle a l'exception. Suite à cela, elle vit une vie humaine à la fac, tout ça, elle fait ses études. Et un jour, elle va devoir revenir au sein de la communauté de sorcières parce qu'un pacte doit être fait avec les dieux, parce que entre divinité et êtres magiques, il y a quelques conflits, quelques guerres qui les ont opposés auparavant. Donc, Ella va être présente et à la base, une de ses sœurs doit se marier avec un des dieux. Mais le dieu va choisir Ella comme future compagne, donc elle prendra la place de sa sœur. Donc suite à cela, Démos, le dieu de la terreur, va devoir épouser Ella, la sorcière sans don. Mais cela suffira-t-il à calmer les tensions qu'il y a entre sorcières et dieux? Tout d'abord, moi j'ai été captivée par la couverture que je trouve absolument splendide. Il y a un charme, un mystère qui se dégage, qui m'a tout de suite envoûtée, et j'ai été tentée par cette lecture tout simplement parce que vous savez que j'adore la romantaisie, on est en plein dedans, j'adore tout ce qui touche à la mythologie, j'adore tout ce qui touche à la sorcellerie, donc tous les ingrédients étaient réunis pour que je passe un bon moment, et cela a été le cas. J'ai beaucoup apprécié l'univers, j'ai aimé le fait qu'on confronte des éléments qui touchent à la magie, à la mythologie et le développement qui tourne autour de cela, notamment tout ce qui touche aux divinités, parce que on va rencontrer des grands noms que l'on connaît tels que Zeus, Athéna, Héra et bien d'autres. Et ce qui est appréciable, c'est que les dieux ne sont pas mis sur un piédestal, bien au contraire, notamment en ce qui concerne Zeus. Zeus est un dieu bien plus noir qu'il n'y paraît, et par exemple, Hadès, lui, n'est pas mis comme un démon des enfers, non, c'est un dieu, il a ses bons, il a ses mauvais côtés, tout est nuancé, et c'est ça que j'aime psychologiquement parlant dans mes lectures. Ce qui est également topissime dans ce roman, c'est qu'on a un équilibre entre la romance et tout ce qui touche à la fantaisie en elle-même, c'est-à-dire qu'on va voir des petits moments entre Ella et Démos qui vont créer un petit peu la relation en elle-même, ils vont apprendre un peu à se connaître, et après on a tout ce qui les oppose au niveau de leur mode de vie, au niveau aussi des anciens conflits qui sont mis en avant par un passé très compliqué. Et l'histoire va énormément se concentrer sur cela. Alors si l'équilibre est parfait, personnellement, j'aurais peut-être été encore plus happée par ce roman si on aurait eu des petites choses dans l'intimité du couple entre Ella et Démos plus mises en avant, telles que tout simplement faire connaissance, discuter, passer un peu plus de moments dans la complicité afin de créer beaucoup plus d'alchimie. C'est vraiment ce qui m'a manqué, puisqu'en dehors de cela, j'ai été envoûtée, la plume se dévore, l'univers est hyper intéressant et va mettre plein d'éléments en avant, on ne s'ennuie en aucun cas. À travers ce tome, on introduit les sœurs de notre héroïne qui sont très présentes, et on a introduit aussi d'autres divinités, et j'ai très hâte de lire la suite parce que je pense que ça pourrait être très intéressant et l'univers ne va faire que se développer. Il est temps de vous parler de mon plus gros coup de cœur intersidéral, mais quand je parle de plus gros coup de cœur, il ne s'agit pas du plus gros coup de cœur de l'année, il s'agit du plus gros coup de cœur de ma vie. Il s'agit
Si vous me connaissez, vous le savez déjà. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue. Et vous allez découvrir le livre dont je fais une énorme propagande. Il s'agit de la Guilde des Ombres de Anatrice. Et là, j'ai pu enfin découvrir le tome 3, partie 1, qui sort officiellement au mois d'avril. J'ai eu l'occasion de pouvoir le lire grâce au pack Plume Blanche que m'a offert mon chéri. Pack que je vous présenterai après les fêtes de Noël parce que hormis la Guilde des Ombres que j'ai sorti, le reste je l'aurai sous le sapin. Donc je vais vous faire un petit résumé, mais simplement avec des mots clés pour les tomes précédents afin de ne pas spoiler et que vous sachiez de quoi on parle si vous ne connaissez pas ce résumé. L'intrigue nous plonge dans un monde très particulier, très sombre. On est dans de la dark fantasy. On suit une humaine qui a un don céleste, celui de la mort. Suite à cela, il va se passer plein de choses. Elle va être mise dans un orphelinat jusqu'au jour où des elfides de la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins, vont la prendre sous son aile et l'emmener dans les souterrains pour lui donner une formation. Cette formation lui permettra de devenir une lame de la guilde, une ombre, et de là va se tisser un panel d'aventures. Je ne vous en dis pas plus. Après, si vous voulez plein de résumés, il y a énormément de vidéos sur la chaîne où j'en parle, et tous mes avis sont disponibles sur le blog, sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà. Vous aurez de quoi trouver tous mes avis précédents très facilement. Alors ce tome 3 fait vraiment honneur aux autres de la saga. Il n'est en rien décevant. On plonge dans une narration captivante, travaillée avec des descriptions de dingue. On reprend là où s'est arrêté le tome 2 et autant dire que la fin du tome 2 était assez spectaculaire, donc là ça l'est encore plus et on va rentrer encore plus finement dans la psychologie des personnages. Et croyez-moi, vu les personnages, la psychologie travaillée d'Anatrice qu'elle a mise en avant à travers eux est un travail de titan. L'univers continue de se développer, les jeux de pouvoir s'accentuent et on ne sait plus où est la limite entre le bien et le mal. On vogue entre les deux, entre divers points de vue et on suit la trame de la destinée. J'ai adoré voir les personnages évoluer tout en nuances de gris parce qu'il n'y a aucun perso parfait dans cette trilogie. C'est ça que j'aime, c'est ça qui est totalement ahurissant, hypnotisant, c'est qu'on arrive à avoir de la pitié, on arrive à avoir de la peine et des frissons pour des personnages que l'on devrait détester, et même si on doit les détester, on n'y arrive pas parce que je trouve qu'ils sont tellement bien mis en avant, ils sont tellement bien structurés, on arrive à rentrer dans leur tête et en même temps on ne comprend pas certaines de leurs relations, certaines de leurs réflexions, et quand vous terminez un livre d'Anatrice, vous reprenez les tomes précédents et là vous faites « Ah oui, tout était sous nos yeux ». Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est dans une saga très développée avec une multitude de créatures magiques et dans ce tome 3, celles-ci prennent de l'ampleur. On apprend à les connaître beaucoup plus en profondeur. On va rencontrer beaucoup plus de nains, créatures que l'on connaissait dès le premier opus, mais qui n'étaient pas forcément développées. On va être encore plus près des dragons. On va découvrir la différence encore plus approfondie entre les elfes et les elfides. On va découvrir diverses cultures, diverses façons de vivre, diverses façons de penser et surtout on est en plein jeu politique. Croyez-moi que quand vous lisez cette partie 1 du tome 3, il vous faut absolument le tome 2 sous la main et je vais vous parler tout de suite de cette seconde partie. Regardez-moi cette splendide couverture qui nous donne des indices incroyables sur la saga pour ceux qui ont lu les tomes précédents. Je trouve le graphisme fait par Tiffs sur les couvertures des romans de Anatrice absolument sublime. Je rêve d'une version collector puisque celle-ci je la vénérerai dans ma bibliothèque, croyez-moi.
J'ai encore passé un super moment lecture. J'ai été plongée entre mythologie et relations divines. Et ces relations étaient tellement bien développées. Il n'y a plus de frontières entre les mondes. On les connaît, tous ces mondes, mais tous ces mondes vont prendre un sens nouveau dans cette lecture. Vous allez voir des choses auxquelles vous n'êtes pas prêts. Je ne peux pas en dire plus sans vous spoiler. J'aimerais tellement vous développer cette lecture du tome 3. J'aimerais vous faire ressentir tous les frissons que j'ai eus. Parce que dans ce tome 3, il y a des scènes extrêmement difficiles, des scènes qui vous prennent au ventre, qui vous mettent les frissons, qui vous serrent le cœur. Et en même temps, il y a énormément de beauté qui peuvent retranscrire de certains passages. C'était tellement fort, mais tellement. Et puis, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui va se passer. C'est pas possible. On a de la romance toujours qui continue de se développer au sein de l'histoire, mais elle est équilibrée face à la magie, puisque même si les sentiments sont là, la cause que défendent les personnages, elle est beaucoup plus importante. Tout va au-delà des pensées, des notions de bien, de mal. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est tellement beau. Dans ce dernier opus, j'ai vu tous les indices qui tissent la trame de la destinée se mettre devant mes yeux et en réfléchissant, je me suis dit mais non, c'est pas possible. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas à tout ce qui allait se passer. C'était au-delà de mon imagination. C'était... En fait, j'ai même pas les mots pour vous décrire les sentiments de cette saga. J'ai énormément de mal à vous en parler. Parce que si je veux vous en parler avec détail, si je veux vous justifier mon avis, je suis obligée de vous donner des éléments des tomes précédents. Parce que c'est tellement riche que... je ne peux que rester en surface en vous en parlant. J'ai jamais vu un univers aussi bien travaillé. Pour moi, Anatrice est à mettre à côté des plus grandes pontes de la fantasy mondialement connue. Surtout au vu des différentes visions de finitude auxquelles on assiste. C'était... waouh, quoi, c'était incroyable. J'ai pas les mots, je suis amoureuse des personnages, je suis amoureuse de cet univers, je suis amoureuse des créatures magiques. Je suis amoureuse de toutes les touches d'humour, toutes les touches d'amour et toutes les touches beaucoup plus sombres qui tournent au-delà des meurtres, qui tournent au-delà des pensées un petit peu malsaines, qui sont bien développées et qui en même temps sont tournées de façon à donner une leçon de morale au lecteur pour faire réagir celui-ci, pour qu'on sache faire la notion entre le bien et le mal. Et en fait, je sais même pas comment vous décrire mes sentiments face à cette saga, parce que c'est juste incroyable. En tout cas, moi, dire au revoir à cette saga, c'est vraiment quelque chose qui me brise le cœur. Donc, sachez qu'une nouvelle lecture de toute la saga aura lieu sur le Discord fin décembre, début janvier. La date n'est pas encore définie, mais on va se refaire tous les tomes pour que le moment où la saga sortira officiellement, on puisse se faire une lecture commune tous ensemble. D'ailleurs, si vous voulez papoter lecture, si vous voulez faire d'autres lectures communes en dehors de ce coup de cœur dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à aller sur le Discord. C'est un endroit de partage, c'est un endroit de discussion entre lecteurs et le lien est en barre de description. Vous m'excuserez, j'ai froid, je suis gelée, donc je me réchauffe avec ma petite tasse de thé. Vous ne le voyez pas, mais j'ai le plaid sur les genoux. Je n'en peux plus de ce froid, de cette humidité. Mais il va falloir faire avec encore un petit moment. Donc on se met en mode cocooning et n'hésitez pas à faire de même. Le prochain livre dont je vais vous parler est une romance que j'ai écoutée en audio. Il s'agit de Little Beach Girl de Audrey Woodhill. Et c'est une histoire assez sombre, une histoire d'amour qui va au-delà de toute logique, qui est très particulière et auquel je n'ai pas spécialement adhéré.
Donc nous allons rencontrer Alex, un gérant de bar qui est sur une plage au Costa Rica. Celui-ci a l'air tout à fait normal, sauf que en réalité, il fait partie d'un grand clan mafieux. Il s'était isolé puisqu'il est recherché par les autorités et donc il s'est un petit peu mis au vert jusqu'au moment où il va avoir un énorme trafic, genre le plus grand de toute sa carrière, qui va se dessiner et les affaires vont reprendre. Mais il n'avait pas prévu que Charlie, une jeune femme atypique, croise son chemin et celui-ci, lorsqu'il va la voir dormir sur sa plage, va l'inviter chez lui afin qu'elle dorme au chaud et qu'il ne lui arrive rien. Cela ne devait être qu'un moment bref, mais cela ne sera pas simplement une relation de passage, ce sera plus intense. Mais la vie d'Alex risque de mettre celle de Charlie en péril. Voilà pour le petit résumé concernant la romance. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Alors la narration est addictive, est envoûtante, là-dessus il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de problème pour terminer l'écoute de ce livre, mais je n'ai pas accroché avec la mentalité des personnages et surtout avec l'histoire d'amour. Pourquoi? Parce que je trouve que celle-ci se développe un peu trop rapidement. Je n'ai pas forcément ressenti l'alchimie et moi je suis une adepte des relations qui prennent leur temps, où l'on voit les personnages apprendre à se connaître, à tisser de vrais liens, alors que là je trouve cela assez soudain et un petit peu trop axé sur le physique et non sur les mentalités. Alors concernant Alex, la psychologie du personnage masculin est très bien développée. Cependant, Charlie, je n'ai pas réussi à la cerner et je n'ai pas réussi à apprécier sa personnalité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas. Cela reste toujours en surface. On est dans ce roman à travers le point de vue masculin qui va nous expliquer un petit peu sa façon de vivre, ses sentiments. On va vivre au travers ses doutes, ses craintes et en même temps on voit qu'il est dans une impasse, qu'il ne peut pas changer de vie si facilement même si l'envie est là et on voit ses sentiments envers cette jeune femme qu'il devrait absolument fuir. Mais en dehors de tout ce qui vogue autour du protagoniste masculin, le féminin est un petit peu trop laissé en retrait. Toutefois, si j'ai réussi à terminer ce roman, c'est parce qu'on a énormément de rebondissements et d'actions et cela tient en haleine tout au fil de la lecture, on ne s'ennuie à aucun moment. Mais il y a quelques facilités scénaristiques qui m'ont fait un petit peu tiquer à la fin. Pour moi, en fait, je crois que c'est tout simplement le manque de développement qui a fait que cette histoire n'est pas une des meilleures que j'ai pu lire. Après, c'est pas non plus une grosse déception, c'est simplement que ce n'est pas le style de romance qui m'attire au vu du schéma narratif. Mais n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou si vous avez à peu près le même ressenti que moi ou un autre. Je suis très curieuse de connaître vos avis. J'ai eu l'occasion de découvrir un roman de fantasy très original de la part de Vanessa DL qui est une autrice auto-éditée. Il s'agit du Royaume d'Arismael. Celle-ci m'a proposé de lire son roman contre un avis sincère, bien entendu, comme c'est le cas pour tout service presse. Et vous allez comprendre que mon avis est totalement sincère parce que je n'ai pas accroché du tout avec celui-ci. Alors j'étais très attirée par la thématique parce qu'on va suivre Isaac qui est un garçon de 22 ans et qui est autiste. Celui-ci va se plonger un petit peu dans son imagination et c'est là qu'il va rencontrer Aniasta, une jeune femme qui va lui annoncer qu'il est roi oublié d'un royaume perdu, celui d'Arismael. Il va atterrir dans ce royaume, il va rencontrer d'autres personnages et il va apprendre qu'une princesse est retenue prisonnière et son devoir est d'aller la libérer. Donc tout m'a tiré dans ce roman parce qu'on vogue entre réalité et fantaisie, on ne sait pas trop si l'univers est tiré de l'imagination du personnage ou si c'est un monde qui existe réellement. Et de plus, vous savez que j'adore les romans qui mettent des personnages atteints de handicap
ou tout simplement des protagonistes qui sont issus de toute diversité en avant. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et moi le handicap est une thématique qui me touche beaucoup de par ma profession, même si celle-ci va être amenée à changer, et de par aussi des personnes autour de moi, de mon entourage qui sont atteintes de divers handicaps. Donc j'étais très curieuse de voir comment cela allait être tissé et de par mon regard critique et professionnel, je trouve que le type d'autisme du personnage est relativement bien mis en avant et je n'avais pas trop de doutes étant donné que l'autrice nous explique qu'elle s'inspire de faits un peu personnels. Toutefois, au niveau de l'univers, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de description. J'ai pas réussi à rentrer dans la psychologie des personnages. C'était un petit peu trop en surface et j'en attendais beaucoup plus. Pour moi, c'est une fantasy young adulte qui a énormément de potentiel. Après, je l'ai lu tout de suite après la Guilde des Ombres, donc je ne sais pas si c'est un avis vraiment moyen que je ressens de par le fait que j'ai lu mon plus gros coup de cœur de tous les temps juste auparavant, ou si c'est simplement le manque de développement qui m'a dérangée. Parce que vous savez que moi je suis vraiment très pénible avec ça. Quand ce n'est pas assez développé, je ne rentre pas dans une histoire. J'ai toujours besoin qu'au niveau psychologique et qu'au niveau des décors, de l'atmosphère, on rentre un petit peu dans les détails. Par contre, pour un plus jeune public, je pense que ça pourrait totalement le faire. Et c'est un roman que je compte relire dans le futur pour savoir si mon avis était biaisé par rapport à ma lecture de la Guilde ou si c'est simplement mon ressenti global, et je vous en reparlerai bien entendu d'ici là, parce que c'est vrai que je suis allée lire diverses critiques sur les sites de lecture, Amazon, Babelio, Livre Addict, et les avis étaient très très positifs, donc c'est pour ça que je me remets un petit peu en question, mais voilà, je n'ai pas accroché du tout avec ce livre. J'ai enfin découvert une saga de romance dont tout le monde parle. Il s'agit du premier tome des McCoy d'Alexiane Thiel. Alors, j'ai adoré ce premier opus. Je comprends totalement l'engouement autour de cette saga. Ici, on va suivre Phèdre. Phèdre est une jeune femme qui vit en France et qui va aller en Écosse, notamment à Édimbourg, pour suivre un programme auquel elle avait promis à son père actuellement disparu de suivre à l'âge adulte. Sauf que là-bas, elle va découvrir des choses assez sombres et elle va croiser des clans écossais qui ne sont pas forcément en bons termes et elle va être prise au milieu des histoires de ces clans et deviendra la pupille du seigneur McCoy. Sauf qu'en réalité, dans cette histoire, on va découvrir que les clans d'Écosse ont encore beaucoup plus de pouvoir qu'il n'y paraît politiquement parlant et que les histoires du passé n'ont vraiment pas disparu. Donc voilà, j'ai adoré l'atmosphère. Je trouve qu'on a un petit côté historique dans cette saga mêlé à la modernité et j'ai adoré le contraste. Je ne sais pas, ça m'a totalement conquise. Je trouve que c'est surprenant et addictive. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher cette lecture et actuellement, à l'heure où je vous parle, je viens juste d'entamer le tome 2. Je trouve qu'on est totalement dans l'ambiance écossaise de par les descriptions des paysages, de par toutes les informations distillées sur les clans d'Écosse et le passé historique. Je trouve qu'il y a une petite atmosphère à la Outlander. On a également des descriptions musicales et notamment de l'hymne national qui sont parfaites. On vogue dans les traditions et surtout on voit que certains clans n'ont pas totalement évolué au sein de leurs mœurs et c'est ça qui est drôle puisque Phèdre elle a vécu en France, même si on apprend qu'elle a des origines liées à certains clans et à la ville d'Édimbourg. Je reste très en surface pour pas
trop vous en dire. Et donc, quand on va voir ça, en fait, on va voir une héroïne qui s'oppose à certains mœurs parce que les femmes ne sont pas forcément très bien traitées. Donc, elle va dire pop, 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 au siècle auquel on évolue, ce qui se passe n'est pas bien normal. Va falloir mettre quelques pendules à l'heure. Et on a des scènes qui sont beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraît. Moi, quand j'ai commencé ce roman, je ne m'attendais pas à avoir des scènes un petit peu sanglantes. Je m'attendais pas à avoir autant d'action et des scènes un petit peu difficiles avec tout ce qui touche justement au traitement de la femme qui est assez arriéré. Heureusement, dans la morale de l'histoire, on a une héroïne qui combat tout ça et qui va tout mettre en œuvre pour changer les choses. J'ai vraiment passé un super moment, je trouve que tout est superbement décrit, la plume est addictive, les personnages sont attachants, même ceux qui ont une certaine noirceur mise en avant. Enfin bref, si vous aimez tout ce qui touche au roman historique et notamment à l'Écosse, et si vous aimez également tout ce qui touche à la modernité, n'hésitez pas à foncer, cela pourrait vous plaire. Mais attention, certaines scènes sont très difficiles et je vous annonce un petit trigger warning qui a lieu autour du consentement, bien que certaines façons de faire sont dénoncées dans le livre. On a quelques scènes qui peuvent quand même assez perturber le lecteur en fonction du vécu. J'ai eu l'occasion de découvrir en service presse Demain, ils parleront de moi de Daniela Michel, qui est un roman auto-édité traduit en France parce que il a été publié en prime abord en Espagne. Et j'ai totalement adoré ce contemporain où on va suivre le chemin de vie d'Eva. Eva est en Angleterre, elle vit avec son compagnon, sauf que elle va s'apercevoir que celui-ci lui est infidèle. Suite à cela, elle va retourner auprès de sa famille en Espagne. Elle va se laisser un peu de temps de souffler, mais elle ne veut pas envahir l'espace familial. Suite à ça, elle va se mettre à chercher du travail et elle ne veut pas forcément rester près de ses proches, même si elle les adore, elle aime bien avoir sa liberté et tout ça, elle aime bien voyager. Donc quand on va lui proposer un emploi en France, notamment à Paris, cela va l'enchanter. Mais elle va être très surprise par le mode de vie des Parisiens, par l'atmosphère qui se dégage de divers pays, parce qu'on est une héroïne qui va, de par son travail, mais aussi de par sa situation amicale et familiale, régulièrement voyager. Donc c'est un roman dans lequel vous allez être propulsé dans diverses cultures, c'était topissime. Et surtout, on va la découvrir avec des désirs de femme. Mais ça peut être au niveau du travail, les difficultés de celui-ci en tant que femme, mais aussi les difficultés actuelles du monde du travail qui n'est pas forcément reluisant. Par exemple, un employeur qui en demande un peu trop à son employé et avec des tâches qui ne sont pas forcément dans son contrat, mais avec la pression de se retrouver au chômage derrière. On va avoir des thématiques très importantes qui vont être citées, qui vont faire référence au coût de la vie, au schéma dodo, boulot, métro, ménage, dodo, boulot et ainsi de suite. Un petit peu ce schéma répétitif que l'on connaît pour la plupart tous. Et on est dans une vie à 100 à l'heure où finalement, des fois, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de profiter de l'instant présent, sans compter un peu tout ce qui peut toucher à la romance, au schéma de couple divers et variés, et au désir que l'on peut avoir en tant que femme, sans pour autant s'enterrer dans des schémas qui sont là depuis des millénaires. Le schéma de la famille classique et ainsi de suite. On va simplement parler des désirs d'une femme pour sa propre vie. Et moi j'ai beaucoup aimé les thématiques de ce roman qui va vraiment à toute vitesse. Parce qu'on suit vraiment une tranche de vie d'une jeune femme et on n'est pas simplement à se concentrer sur une période de sa vie, une amourette. Non, ça va bien au-delà parce qu'on a une femme libre, on a une femme moderne, on a une femme qui sait prendre des décisions, qui va galérer, qui va avoir du mauvais, qui va avoir du bon et qui va tout faire en fait pour suivre ce qu'elle veut
en dehors de ce que pensent les autres, et j'ai adoré cela. C'est un roman qui est hyper féministe et qui va mettre diverses qualités d'une jeune femme en avant, même si elle a quelques déboires, quelques difficultés. Mais on a également une atmosphère familiale avec énormément d'amour qui transpire. On a des thématiques fortes qui touchent au quotidien que tout le monde connaît. Et j'ai beaucoup aimé le questionnement qui tourne autour du schéma familial, de l'épanouissement personnel et professionnel, du désir de maternité avec ou sans compagnon, avec le pour et le contre. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aurais adoré pouvoir continuer d'évoluer dans la vie de Eva, et j'espère que l'autrice pourra à l'occasion nous faire une petite suite, même si on peut très bien imaginer nous-mêmes la suite du parcours de cette jeune femme. J'ai eu l'occasion de découvrir, de par l'envoi des éditions Cherry Publishing, L'Aube des Maudits de Clara Nové. Et ici on est dans un roman d'urban fantasy avec une atmosphère un petit peu qui fait penser à la série Lucifer, une série que j'adore avec Tom Ellis. Pépite. Bon, on n'est pas là pour baver sur l'acteur qui joue Lucifer, parce que là on va être auprès de Zaphaël. Zaphaël a été un des anges qui était avec Lucifer lors de la révolte de celui-ci. Mais suite à ça, lui aussi a terminé en enfer et il marque les âmes qui arrivent. Il en a un petit peu marre, le mode de vie des enfers ne lui convient pas très bien, et un jour il va voir un portail, il va saisir l'occasion, il va passer à travers celui-ci, et là il va se retrouver à Los Angeles. Il va rencontrer Pia, une jeune réfugiée mexicaine qui va prendre Zaphaël sous son aile parce que elle se dit « Écoute, moi j'ai connu ça, on m'a tendu la main quand j'en avais besoin, aujourd'hui je vais tendre la main à quelqu'un qui en a également besoin puisqu'elle va croire que lui aussi est un réfugié politique. » Donc elle va l'emmener chez elle et tout ça, et on va avoir pas mal de petites situations cocasses parce que celui-ci ne sait pas forcément comment fonctionne une douche, une télécommande, enfin en enfer, ils sont encore aux gants de toilette et à la bassine pour se laver, donc j'ai trouvé ça très très drôle. Personnellement je me suis éclatée et j'adore la plume de Clara Nové. Et on a une héroïne qui est hyper intéressante, travailleuse, qui fait tout pour s'en sortir, même si son visa pour rester dans le pays est un petit peu sur la sellette, si on peut dire ça comme ça. Donc on va la suivre, on va suivre Zaphaël, et Zaphaël va devoir retrouver d'autres démons qui ont échoué sur Terre afin de pouvoir s'en sortir et ne pas être rattrapé par un des archanges afin qu'on le ramène auprès de Lucifer en enfer. Et on a en même temps cette histoire d'amour interdite entre cette humaine et ce démon, quelque chose d'assez atypique, et j'ai adoré l'atmosphère de ce roman. L'histoire va à toute vitesse, mais en soi, la romance prend son temps dans le sens où il se passe plusieurs mois, voire presque plusieurs années, entre le début et la fin du roman. Donc de ce côté-là, c'est très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les thématiques soulignées entre nos désirs personnels, ce que le travail nous oblige de faire, et les personnages nuancés que l'on a tout simplement. Cette notion d'espoir, cette notion de nouvelle chance, cette notion de pouvoir vivre et de souhaiter tout simplement aimer quelqu'un, avoir une famille et ne pas exister pour quelqu'un d'autre ou pour faire la même tâche tout au long de ses jours. J'ai trouvé que ce roman c'était vraiment un super combo entre l'humour, l'amour et l'espoir. L'espoir de pouvoir avoir une meilleure vie, l'espoir de pouvoir aimer, l'espoir de vivre sans frontières. Et j'ai beaucoup aimé cela. Et j'ai adoré également la diversité. Parce que on n'est pas dans un roman qui va mettre les gens dans des cases, bien au contraire. Et voilà, j'ai passé un super moment. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé une histoire de Clara Nové. J'ai lu le second tome de la duologie Nos âmes fêlées de Céline Ruben. J'avais totalement adoré le premier opus et j'ai
aimé retrouver Connor et Mel, qui sont deux personnages hyper touchants. Alors, c'est pareil, je vous refais pas un résumé du tome 1, je vous en ai parlé assez récemment, mais si on doit retenir les thématiques principales, on est dans une histoire qui parle de deuil, de retrouvailles, de premier amour et de stress post-traumatique. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ici, on reprend à peu près où on s'est arrêté dans le premier tome. On a toujours cette double narration entre Connor et Mel qui permet de mieux les suivre, mais également des chapitres avec les flashbacks du passé qui permet de comprendre le vécu des personnages, mais aussi l'histoire entre nos deux héros quand ils étaient plus jeunes. J'ai trouvé cette romance vraiment parfaite, tout en douceur, bienveillante, malgré des thématiques très difficiles. On est vraiment dans un roman qui apporte l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'un amour, l'espoir d'une seconde chance. On est dans un roman où on remet un petit peu tous les éléments de sa vie en perspective, mais surtout on est à l'écoute de l'autre. Et en même temps où on met en avant la reconstruction de soi-même avant de pouvoir faire quelque chose avec autrui. J'ai trouvé également que la double narration qui m'avait beaucoup plu dans le tome précédent et dans ce tome-ci accentuait l'alchimie entre les personnages, accentuait l'amour et la tendresse. C'était tellement beau, c'était touchant. J'aime toujours autant les personnages, j'aime cette atmosphère. J'ai dévoré ce roman en moins de 2h30. La plume de Céline est vraiment très addictive. Les personnages sont touchants. J'ai passé vraiment un trop bon moment en lecture. J'ai également aimé la pédagogie que l'autrice met en avant à travers l'histoire des protagonistes sur le bon comportement à avoir dans certaines situations, des situations difficiles parce qu'on fait référence au stress post-traumatique, mais on fait référence à divers actes de maltraitance, pas forcément dans le présent des personnages, mais dans le passé. On le sait si on a lu le premier tome et c'est mis en avant dès les premiers chapitres, donc il n'y a pas de grand spoil, mais on peut rencontrer également d'autres protagonistes qui ont vécu des choses un petit peu traumatisantes, et à travers l'histoire on va mettre en avant les comportements à adopter dans certaines situations pour agir en adéquation avec les choses sans brusquerie, et en même temps pour montrer que on ne laisse pas tomber les personnes qui en ont besoin. Ce roman, c'était vraiment quelque chose en légèreté, quelque chose qui vous propulse dans un cocon alors qu'on a des sujets difficiles, et j'ai apprécié cela. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui noircit le trait, mais on est vraiment dans l'espoir d'une vie meilleure, et le soutien, et l'amour, et la tendresse, et l'atmosphère amicale et familiale qui vogue autour. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai passé vraiment un chouette moment avec cette duologie. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture qui, j'ai l'impression, est déjà bien long. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, que vous avez passé un bon moment, que certains livres vous ont donné envie, et que mes différents avis ont pu vous aiguiller dans vos divers choix de lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres si vous les avez lus, ou à me dire s'il y en a un qui vous tente en commentaire. N'hésitez pas également à me parler de vos lectures en cours, ça me fait toujours plaisir, ou lâcher un petit smiley si vous ne savez pas quoi dire. Moi j'ai été vraiment très heureuse de partager avec vous comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.